Suite au protocole de Montréal de 1987, la fabrication de réfrigérateurs et d'aérosols utilisant du CFC a été stoppée en 2010. La plus grande menace pour la couche d'ozone a été supprimée. Sans la couche d'ozone dans l'atmosphère, nous ne pourrions supporter le soleil et la vie sur Terre serait impossible. Cependant, nous verrons dans ce programme que les substituts au CFC, qui soi-disant n'endommagent pas la couche d'ozone, sont en fait des gaz à super effet de serre. D'ici 2050, plus du 1/5 de l'effet de serre pourrait être causé par ces gaz de substitution au CFC. Mais il existe des alternatives afin de protéger l'ozone et le climat. Le protocole de Montréal pourrait-il servir à contrôler une grande partie de la fabrication de ces gaz à effet de serre? Nature Inc. a enquêté et découvert qu'une solution qui peut paraître simple n'est cependant pas si facile à mettre en œuvre. Le protocole de Montréal a engagé le monde entier dans une course qui doit mener à la suppression totale de la production de CFC avant 2010. C'est le premier débat mondial que la société a clos par un accord international. C'est également le seul que nous avons résolu jusqu'ici. Le protocole a pour objectif la protection de la couche d'ozone, ce filtre dans l'atmosphère qui empêche que des niveaux dangereux d'ultraviolets atteignent la surface. Si les rayons UV mortels pouvaient pénétrer la couche d'ozone, vous n'auriez pas seulement des cataractes et des cancers de la peau, mais la croissance des plantes, la production de nourriture, toute la chaîne alimentaire marine en serait affectée. La pisciculture diminuerait. En bref, ce serait une sorte de fin du monde. C'est le scénario qui a été établi. Le CFC agit sur l'effet de serre. Il agit 8000 fois plus que le CO2. Dans le bilan, il est donc en très mauvaise position. L'industrie chimique a trouvé une alternative provisoire, le HCFC, largement utilisé pour les frigos et appareils de climatisation. Moins nocif pour la couche d'ozone et 2300 fois plus puissant que le CO2, il n'est donc qu'un peu moins nocif en tant qu'agent d'effet de serre. Mauvais, mais pas autant que le CFC. La génération suivante fut le HFC. Cette fois, le premier C, le chlore, qui détruit l'ozone, a été supprimé et l'action sur l'effet de serre est réduite de moitié. Donc il est meilleur pour l'ozone et de moitié moins nocif que le HCFC en tant que gaz à effet de serre. Mais certains de ces substituts protégeant l'ozone sont en fait des gaz à super effet de serre. Rajendra Shende de l'ONU révèle l'énigme du protocole de Montréal. Lorsqu'il a résolu le problème de l'ozone, il a tellement contribué au problème du réchauffement climatique qu'il a rendu la question très compliquée. La famille des HFC, apparemment peu nocifs, a en fait quelques moutons noirs. Le HFC 23 est produit dans la fabrication des réfrigérateurs. Et la mauvaise nouvelle est la suivante. Le HFC 23, utilisé également pour les extincteurs, est 14 000 fois plus puissant que le CO2. Les pays riches furent si inquiets qu'ils financèrent pour 6 milliards de dollars, via la Banque mondiale, l'achat d'incinérateurs spéciaux pour leur destruction dans les pays en développement. Tout est une question d'argent. En fait, si vous récoltez et détruisez une seule tonne de HFC 23 en Chine ou en Inde, vous gagnez 12 000 crédits carbone. Et le crédit carbone se vend partout de 6 à 10 euros ou de 9 à 15 dollars. Dans cette situation, détruire les déchets de gaz pour les sociétés et les nations est une action plus rentable que de fabriquer les produits principaux qui servent à la réfrigération. Au Mexique, la société Quimbo Basicos utilise un destructeur à plasma pour vaporiser le HFC 23. Je suis ingénieur en chimie et je ne vois aucune raison d'ordre technique pour ne pas bannir le HFC. Les gaz à fluorocarbone sont peut-être des agents à fort effet de serre, mais ils sont sûrs et efficaces en tant que réfrigérants. Les compagnies chimiques les développent à grands coûts. Je suis simplement payé
pour avoir inventé ces produits. Nous avons ici une sorte de bombe à retardement de 21 gigatonnes de dioxyde de carbone qui est là et dont les émissions atteignent petit à petit l'atmosphère et contribuent au réchauffement climatique. 21 gigatonnes de CO2 équivalent à 2 fois ce qu'émettent par année toutes les centrales thermiques. Comme le HCFC a été supprimé, la compagnie chimique DuPont admet qu'il faudra faire de même avec les gaz HFC. Dans les 10 prochaines années, nous aurons des mécanismes de contrôle pour la production de HFC. Mais le protocole de Montréal, dans sa structure actuelle, ne peut pas bannir les HFC, parce que malgré qu'ils aient un très fort effet de serre, ils n'endommagent pas la couche d'ozone. Les accords de Kyoto, signés dans l'objectif de ramener les émissions à effet de serre au niveau qu'elles avaient en 1990, arrivent à leur terme. Ils devraient être reconduits en 2012, mais le Congrès américain refuse de ratifier les accords de Kyoto parce qu'ils n'impliquent pas les nouveaux géants industriels, principalement la Chine et l'Inde, dans la réduction de leurs émissions. Cependant, le protocole de Montréal a fonctionné car il concerne l'arrêt de la production. Et les pays en développement l'ont accepté parce qu'il leur accorde des subsides et les aide à s'y conformer. Les changements climatiques ne menacent pas seulement notre environnement, mais également notre économie et notre sécurité. À la différence de Kyoto, le protocole de Montréal agit à un niveau politique de faible envergure. Un tel protocole pourrait-il être employé afin de supprimer les produits chimiques qui contribuent à l'effet de serre? Alarmés par la montée du niveau de la mer, la Micronésie et l'île Maurice voudraient que les HFC soient bannis au nom du protocole de Montréal. Ils ont mis en place des lobbies lors des réunions du protocole. Mais l'Inde et la Chine refusent leur demande. Un espoir pour la modification du protocole s'est formé lors de la réunion de ses membres en novembre 2010 à Bangkok. C'est pour notre survie que nous venons plaider ici, au protocole de Montréal. Et nous n'arrêterons pas. Nous continuerons car nous n'avons pas d'autre choix. Ce qui se passe, c'est que d'ici à 2050, si nous n'agissons pas, cela constituera 20% du problème des gaz à effet de serre. Ce sera 20% des causes du réchauffement climatique. Au sein des gouvernements, un mouvement se met en place pour diminuer le réchauffement climatique par le remplacement des HFC. À la réunion des membres du traité à Bangkok en 2010, 2 propositions ont été présentées. L'une venait de Micronésie et l'île Maurice, et l'autre du Canada, des USA et du Mexique. Notre objectif est de réduire l'utilisation des HFC dans de nombreux secteurs. Et quand je dis réduire, c'est parce que nous ne pouvons les supprimer à ce jour, car nous n'avons pas d'alternative pour chacune de ces utilisations. Aux États-Unis, l'industrie propose d'utiliser les HFO, les hydrofluorooléfines. Ils ne sont pas nocifs pour l'ozone et pour l'effet de serre, ils sont sûrs, mais ne sont pas commercialisables pour l'instant. DuPont a relancé le défi environnemental, à nouveau, et a créé une nouvelle famille de HFO qui ont très peu d'impact au niveau du carbone. Le plus grand obstacle, avec tout mon respect, ce sont les efforts déployés par l'industrie globale de fluorocarbone. Elle cherche à protéger ses marges de profit en poursuivant la production de nouveaux gaz dotés de brevets qu'elle pourra vendre à des prix plus élevés. Les substituts au CFC bannis par le protocole de Montréal sont des gaz à super effet de serre. Des alternatives existaient qui permettaient de réfrigérer sans utiliser des atomes de fluor et n'avaient pas besoin de protocole pour empêcher de s'en servir. Greenfreeze, la campagne de Greenpeace, préconise de transformer l'industrie de réfrigération par l'utilisation d'hydrocarbures, le cyclopentane et l'isobutane. Leur action sur l'effet de serre est insignifiante et ils n'attaquent pas la couche d'ozone. Efficace et positif. Les fabricants de frigos en Europe ont accepté l'idée
et se sont mis à utiliser des hydrocarbures dans le réfrigérateur. Mais aux États-Unis, les hydrocarbures sont classés comme produits inflammables. L'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, interdit donc l'usage des hydrocarbures. Les producteurs d'hydrocarbures, eux, affirment que cette interdiction est exagérée. Oui, les hydrocarbures sont inflammables, mais ce n'est pas parce que quelque chose est inflammable qu'on ne peut pas l'utiliser de manière sûre. Tout ce que prétend l'EPA n'est pas forcément la réalité. Quiconque avec de l'expérience dans le domaine vous le dira. Les hydrocarbures sont partout, sur le sol, au coin de la rue, et on les utilise parce que cela fonctionne. Je pense que nous commençons à reconnaître le problème aux USA. L'EPA a plusieurs programmes qui prennent en compte nos émissions de HFC. Mais la règle qui veut que l'on utilise du HFC pour les frigos et qu'il faille payer pour l'incinérer n'est pas prête à changer si facilement. Il n'y a pas de solution définitive pour remplacer les HFC. Les hydrocarbures ne pourront jamais remplacer les réfrigérants habituels dans toutes leurs applications. Nous avons eu un exemple tragique de cela dans nos régions. C'est le feu de Tamaher. Un système R22 a été converti pour fonctionner aux hydrocarbures et a violemment explosé. 6 pompiers ont été sévèrement blessés et 1 est mort. La principale raison du doute quant à l'emploi des hydrocarbures est la désinformation qui est propagée par la concurrence. HFC 23 est le problème. Pourquoi? C'est 14 000 fois plus de contribution au réchauffement climatique. Ce n'est pas 14 000%, c'est 14 000 fois. À Bangkok en 2010, lors de la réunion du protocole de Montréal, le lobby micronésien n'a rien obtenu. Aucun accord n'a conclu à la modification du protocole pour inclure les HFC parce qu'ils ne réduisent pas la couche d'ozone et donc n'entrent pas dans le cadre des accords. Il y a eu une forte opposition de la part de plusieurs pays. Ils ont dit ne même pas vouloir en débattre. Pour le moment, il y a une forte résistance basée sur des intérêts politiques, économiques ou autres. La discussion a donc repris 2 mois plus tard, à la réunion du protocole de Kyoto à Cancun, au Mexique. Cela ne marchera pas de cette manière. Cela ne va pas marcher. La même chose est arrivée à Copenhague, lorsque les personnes débattent au sujet de termes et d'idées. Mais rien de concret concernant les actions qu'il faut entreprendre concernant les gaz. La raison spécifique pour laquelle il n'y a pas de progression dans cette affaire est le fait que la Chine et l'Inde sont intransigeantes. Elles refusent d'entrer en matière au sujet du protocole de Montréal et des HFC. Le problème a été soulevé par les Européens et les Américains, mais ma position est la suivante. La question est maintenant débattue dans le cadre du protocole de Kyoto, alors pourquoi transférer le débat au protocole de Montréal? Et tant que nous n'aurons pas connaissance de toutes les implications en jeu, nous ne pourrons pas arriver à un accord. Pour les activistes de l'environnement, les implications dont parle le ministre sont en fait les moyens de protéger les subsides que l'Inde reçoit dans le cadre du protocole de Kyoto pour incinérer les HFC. La raison de l'intransigeance de l'Inde à ce sujet et sa fervente opposition aux actions d'élimination des HFC est une conséquence directe de la nature très lucrative des contrats qui font marcher leurs centrales de destruction du HFC 23. La priorité n'est pas de limiter les effets climatiques. À Cancun, après la réunion de Copenhague, les HFC faisaient largement partie des débats. Le HFC va perdre. Il va perdre la partie dont les enjeux le dépassent. Mais si aucune solution n'est trouvée, quelle alternative serait viable? La réfrigération par hydrocarbures est considérée comme étant sûre en Europe et en Chine, mais c'est une question d'échelle. Les réfrigérateurs domestiques nécessitent une infime partie de ce que demandent ceux de l'industrie ou des supermarchés. Et l'utilisation d'une grande quantité d'hydrocarbures augmente les risques d'incendie. La chaîne allemande de supermarchés Lidl a plus de 700 magasins en Europe. Tous sont des réfrigérateurs, alors que les clients veulent avoir chaud, un problème énergétique. Joachim Stadt, ingénieur chez Lidl, a développé une solution écologique.
son concept met en œuvre des réfrigérateurs qui chauffent et refroidissent tout le supermarché en économisant de l'énergie, mais avec quel réfrigérant? Les HFC sont moins coûteux car ils ne nécessitent pas l'augmentation de protection incendie, mais les hydrocarbures, comme le propane, consomment moins d'énergie, moins de CO2 et pas de HFC qui sont des gaz à fort effet de serre. Un des points principaux est d'éviter les HFC. Et nous avons cherché de nombreuses solutions. Nous avons trouvé la solution en mettant au point une centrale qui chauffe, produit de l'air conditionné et utilise le propane pour réfrigérer. C'est un réfrigérant naturel. Et donc, vous évitez l'émission de CO2 de manière directe et indirecte. Il y a environ 40 kg de propane là-dedans. En réalité, vous pouvez agir de manière positive envers l'environnement et économiser de l'argent, pas sur le court terme, mais à plus long terme. Eh oui, il faut des installations supplémentaires, il faut une ventilation qui résiste aux explosions et des capteurs de gaz. L'adaptation est difficile. Cela prend du temps. Le projet complet a débuté il y a 3 ans et à présent, il y a plus de 50 centrales qui sont installées. Je ne vois aucune raison de ne pas passer des HFC aux réfrigérants naturels. L'Australie a le plus haut taux de cancer de la peau au monde. Les bulletins météorologiques diffusent constamment des alertes aux UV. Des vagues de chaleur d'au moins 40 degrés sont courantes. La réfrigération est donc un gros commerce, avec un chiffre d'affaires annuel de 16 milliards de dollars, pratiquement 2% du PIB. Et l'ancienne génération de HFC, mauvais pour l'ozone et l'effet de serre, y est encore largement utilisée. Normalement, les HFC seront supprimés dans le pays vers 2016. Mais dans la réalité, on les utilise encore et nous continuerons de les utiliser. Un débat engagé en Australie sur la nature de ce qui pourra remplacer les fluorocarbones. Pour le moment, je ne pense pas qu'il existe d'alternatives viables. Et lorsque ces systèmes lâcheront, que feront nos clients? Une compagnie écologique, iChill, a développé un hydrocarbure gazeux nommé Minus 30. Il a été conçu pour recréer la performance de l'hydrofluorocarbone. Donc les personnes qui utilisent pour le moment l'hydrofluorocarbone peuvent opter pour une alternative plus écologique. Les ingénieurs sont compétents. Ils mettent au point des solutions capables de contrôler les caractéristiques potentiellement dangereuses de tous les gaz réfrigérants. Il y a toujours des alternatives et il y a aussi une controverse à laquelle on est confronté. Oui, c'est peut-être un gaz inflammable, mais cela fonctionne très bien et j'en suis satisfait. Robin Cox utilise les hydrocarbures, mais dans les voitures australiennes, le standard est l'air conditionné au fluorocarbone. Ces appareils qui surchauffent et les isobutanes sont potentiellement dangereux, mais selon l'Enocachia, ce n'est pas un problème. Réfrigère beaucoup mieux, plus efficace, moins de pression dans l'habitat, simplement meilleur. Un point, c'est tout. L'air conditionné aux hydrocarbures dans les véhicules usuels est une chose, mais qu'en est-il de la production? Le premier véhicule fabriqué avec des réfrigérants à hydrocarbures est l'Oka, ce qui signifie australien rustique en argot. Nous n'avons rien besoin de modifier pour introduire des réfrigérants à hydrocarbures, seulement passer de l'un à l'autre. Alors que l'évidence du réchauffement climatique se renforce, que fait-on pour remplacer les HFC à fort effet de serre? Utiliser les hydrocarbures, attendre pour que l'industrie de la réfrigération trouve un substitut accessible, et comment mettre en route cette suppression, avec les accords qui suivront Kyoto ou l'accord sur l'ozone? On nous demande une nouvelle transition de manière soudaine. Ce n'est pas équitable pour l'Inde. Il faut engager les choses sur le long terme. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire passer cela dans le cadre du protocole de Montréal. À la réunion de Bangkok en 2010, l'Inde et la Chine ont apposé leur veto contre les 90 pays qui sont tombés d'accord pour que le protocole de Montréal considère les HFC.
Je pense que c'est une erreur de penser que toutes les actions au sujet des changements climatiques seront engagées dans le cadre du protocole de Kyoto. C'est un gros problème. Nous allons devoir nous engager sur d'autres voies pour les questions liées au climat. Le protocole de Montréal en est peut-être une. Il serait donc possible que ces agents, qui sont des milliers de fois plus puissants que le dioxyde de carbone, soient relégués au même statut que les CFC. Il me semble approprié que le protocole de Montréal s'intéresse à supprimer les HFC, pas parce qu'ils nuisent à la couche d'ozone, mais en raison de leur très fort effet de serre. Je pense que le meilleur traité impliquerait le contrôle de la production ainsi que celui des émissions. Pour l'instant, nous n'envisageons pas une suppression totale, mais un revirement vers des produits qui diminuent le réchauffement climatique, dont l'empreinte carbone est plus faible. Quel est le plus important, l'argent ou la survie? Je pense que pour ceux qui sont exposés au risque, c'est la survie. Et pour ceux qui perdent de l'argent, c'est l'argent, jusqu'à ce qu'ils se brûlent les ailes. La destruction des écosystèmes par des espèces animales et des plantes envahissantes exogènes équivaut à la perte de millions de dollars chaque jour. Dans leur milieu d'origine, les plantes et les animaux, comme la renouée du Japon et le python birman, cohabitent avec d'autres espèces qui les contraignent à assurer leur survie. Mais lorsque l'homme les déplace dans de nouveaux écosystèmes, ces espèces se retrouvent libérées de leurs contraintes de prédation et de compétition. Il en résulte la surpopulation de certaines espèces, dont les conséquences sont souvent dévastatrices. À la différence d'autres types de pollution, celle-ci fonctionne comme un cercle vicieux parce qu'elle est biologique et guidée par l'instinct de reproduction. Nous avons affaire à un développement qui s'auto-perpétue. D'après l'Union internationale pour la conservation, les plantes et espèces animales envahissantes sont à l'origine de l'extinction de centaines d'espèces. D'après la Banque mondiale, sur le plan économique, la perte équivaut à 1,5 billion de dollars, c'est près de 5% du PIB mondial. Ces envahisseurs sévissent du nord au sud, mais l'Australie est de loin le pays le plus touché. Pour les colons européens, il était nécessaire de faire pousser des plantes familières dans les contrées australiennes désertiques, ainsi que d'y introduire des espèces animales connues, ramenées de leur pays de l'hémisphère nord. D'après le Programme mondial sur les espèces envahissantes, les descendants d'espèces introduites délibérément coûtent à l'Australie plus de 6,8 milliards de dollars par année. Ce coût se réfère aux dommages causés à l'agriculture et la sylviculture, ainsi qu'à la gestion des espèces invasives elles-mêmes, mais il n'inclut pas le coût incalculable au niveau de la perte de la biodiversité et la disparition des espèces. Parmi les espèces envahissantes les plus connues, l'ennemi public numéro 1 est le crapaud géant. Originaire d'Amérique du Sud et centrale, ce crapaud a été introduit dans les plantations australiennes de canne à sucre dans les années 30 afin de lutter contre un parasite, le coléoptère de la canne. Malheureusement, les crapauds importés ont préféré se régaler d'autres espèces endogènes, allant des insectes aux petits oiseaux. En plus de dévorer ces espèces, le poison de leur peau tue les animaux qui tentent de les manger. Même certains prédateurs redoutables tels que le serpent brun royal sont menacés. La biologiste Sam Price-Rees chasse un autre reptile endogène, le lézard à langue bleue, qui a du mal à survivre à l'invasion du crapaud. Le lézard à langue bleue est particulièrement vulnérable, car il partage le même habitat que le crapaud. La plupart du temps, on le trouve dans les touffes d'herbes épaisses, où se trouve également le crapaud. Les lézards ont donc de grandes chances de rencontrer les crapauds. Il y a également d'autres espèces sauvages dans le coin. Les serpents bruns royaux sont également vulnérables aux crapauds. J'ai trouvé 2 serpents bruns morts par ici, qui ont apparemment été tués par un crapaud. Sam et ses collègues de l'université de Sydney ont muni de GPS un petit groupe de lézards afin d'étudier leur comportement et leur déplacement. La première découverte du jour est décourageante. Ah, ça doit être un crapaud. Il est là, berk. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une bouche. Je pense qu'il l'a juste mordu et rien d'autre. Je pense aussi. Parce que je n'ai rien trouvé dans ses intestins. Le crapaud femelle pond des dizaines de milliers d'œufs à la fois. Les adultes mangent tout ce qu'ils peuvent trouver,
des petits oiseaux et même de la nourriture pour chiens. Ce mode opératoire leur permet de se reproduire si bien que même les programmes d'élimination n'ont pas réussi à contrôler leur développement. Aujourd'hui, Sam et son équipe tentent d'approcher le problème sous un autre angle, par le déconditionnement. Donc j'injecte un produit chimique qui provoque la nausée dans la saucisse en forme de crapaud, un leurre dont le lézard va se nourrir. Avant de les relâcher, la moitié des lézards recevront ce leurre qui contient le produit qui provoque la nausée. J'espère qu'ils feront l'association entre le fait d'être malade, comme dans le cas d'intoxication alimentaire, et le crapaud, et qu'ils l'éviteront. Une autre espèce dont le crapaud se nourrit, le cole du Nord. Il est soumis à un déconditionnement similaire. Jusqu'à présent, le gouvernement australien a dépensé plus de 20 millions de dollars pour la régulation des crapauds. Malgré ces efforts, l'empire des crapauds continue de s'étendre d'environ 40 à 60 km par année. Il existe une autre espèce introduite en Australie qui peut se déplacer sur 60 km par jour, le chameau. Le train qui relie Adélaïde au sud à Darwin au nord est appelé GAN, en raison des éleveurs de chameaux afghans qui à l'époque ont voyagé sur la même route. Les chameaux ont été introduits en Australie à partir de 1840. Les colons européens les utilisaient pour explorer l'outback et pour la construction des premiers chemins de fer et des lignes télégraphiques. Aujourd'hui, les descendants de ces chameaux devenus sauvages font des ravages dans la nature. La population des chameaux a doublé en 9 ans. Nous arrivons à un stade où cette population atteint de 1 million à 1,5 million d'individus. Une population de cette envergure, qui de plus est très dense, cause de sévères impacts, en particulier au niveau des zones humides. Dans le désert australien, les points d'eau sont des ressources très rares. Le docteur Jane Brimbox est hydroécologiste au département gouvernemental des ressources naturelles. Depuis quelques années, elle étudie avec son équipe l'impact des chameaux sur les zones humides du désert. Nous voulions savoir si les chameaux vont boire à ces points d'eau en notre absence. Nous avons donc placé ceci. C'est un système de mesure de la profondeur qui enregistre la pression atmosphérique. Si vous constatez des chutes comme celle-ci, cela signifie qu'ils ont bu beaucoup. Ensuite, nous avons placé ces caméras. Nous sommes partis à 7h34. Des oiseaux et un dingo sont arrivés. Et à 8h20, ce sont les chameaux. C'est comme s'il y avait une hiérarchie. Ils doivent faire la queue. Ensuite, ce petit dingo a tenté de venir boire. Et je crois que finalement, il n'a pas pu boire avant 15h45. Lorsque le point d'eau est à sec, les autres animaux ne peuvent pas en profiter. C'est ça le problème. L'immensité des régions sauvages en Australie fait qu'il est difficile de tenir les chameaux éloignés des points d'eau. Un chameau adulte peut boire plus de 200 litres d'eau en une journée. Le docteur Brimbox et son équipe mobilisent l'aide des communautés aborigènes reculées et les forment à devenir gardes forestiers afin de surveiller et protéger les zones vulnérables. Les zones humides sur lesquelles les chameaux ont un impact dévastateur sont des lieux qui ont une grande importance culturelle. En effet, à l'évidence, pour les aborigènes du désert, la ressource la plus recherchée est l'eau. Les aborigènes ont remarqué le déclin du kangourou rouge et de l'émeu. À présent, ils établissent un lien entre le déclin de ces espèces et l'augmentation du nombre de chameaux. Les chameaux ont également un terrible impact sur la végétation. Nous pensons qu'ils sont capables de faire disparaître certaines plantes dont ils se nourrissent en priorité. Afin de réduire ces impacts, le gouvernement a lancé un vaste programme d'élimination. Le programme vise la réduction de la densité de certaines populations animales locales et prévoit de tirer sur les chameaux sauvages depuis des hélicoptères. Depuis le lancement du programme en 2009, plus de 10 000 chameaux ont été tués avec un coût de 50 $ par animal, selon les estimations du gouvernement. Au contraire de la plupart des espèces exogènes, le chameau a une foule de supporters. Ils sont là depuis 1840. Ils ont gagné leur place grâce à l'exploration de l'outback australien, par le transport des lignes télégraphiques. Dans toutes les histoires d'explorateurs, il y a des chameaux. Lionel Keegan est le propriétaire d'une foire ambulante dont l'attraction principale sont les courses de chameaux. Je gagne ma vie grâce à eux depuis 20 ans.
et il y a des tas de gars aux alentours qui vivent aussi grâce à eux. Ils mangent l'herbe, les buissons, tout ça. On les amène ici pour qu'ils mangent les acacias épineux, qui sont nuisibles. Vous pourrez voir de nombreux agriculteurs qui ont des chameaux sur leur propriété afin qu'ils mangent l'herbe. On entend beaucoup d'histoires au sujet des chameaux dans le bush. On dit qu'il y en a 1,5 million, mais à mon avis, ce sont les bureaucrates qui affirment cela afin de justifier les financements mis en place par le gouvernement. Neil Waters possède une affaire qui propose des tours de chameaux à Swartzwell, à environ 100 km au sud d'Alice Springs. Franchement, ne pensez pas qu'il y ait autant de chameaux. Dans certaines régions, les populations de chameaux ont explosé. Mais dans la plupart, les chameaux se promènent d'un buisson à l'autre et n'en mangent qu'un tout petit peu avant de passer au prochain. Lorsqu'ils effectuent ces tirs, ils disent que c'est pour des raisons sanitaires, pour les communautés ou autres. Mais je ne vois rien de moins sain que de laisser 2000 cadavres traîner sur le sol. Mais le principal reproche de Waters au sujet de l'abattage, c'est le gaspillage de viande, qui a su réunir des supporters convaincus dans certaines parties de l'Australie. C'est de la bonne viande, avec peu de cholestérol, des oméga 3 et 6 et des protéines très recherchées par tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait tant d'efforts et met tant d'argent pour tuer ces animaux plutôt que d'investir dans certaines infrastructures. Les gens pensent que nous pouvons venir avec des camions et emporter la viande. Mais il n'est pas possible de venir avec des camions dans les endroits où les chameaux posent problème. C'est une situation où les solutions ne sont vraiment pas faciles. Tu peux les faire marcher 60 km en un jour et même plus, dans la mesure où on peut les amener vers certaines zones où l'on peut construire des routes. Les frais dont parle le gouvernement ne sont pas justifiés. Dans la région d'Alice Springs, la plupart des chameaux sont sur les territoires aborigènes. Ceux-ci ont besoin de travail. Donc, pour économiser la marchandise, il faudrait qu'un abattoir pour chameaux se trouve à Alice Springs. Mais le gouvernement souligne que les chameaux sauvages se trouvent déjà sur plus de 3 millions de kilomètres carrés, ce qui signifie qu'utiliser leur viande demanderait la création d'abattoirs partout dans le pays, ainsi qu'une forte augmentation de la demande pour la viande de chameau. Les renards ont été introduits en Australie en 1855 pour la chasse de loisirs. Ils se sont rapidement développés à travers tout le pays et se nourrissent des espèces locales qu'ils trouvent sur leur chemin. Ils ont un fort impact sur les mammifères locaux qui vivent au sol. Les potoroos, les bandicoots, les quolls et les possums font partie de ceux qui sont menacés. S'ils ne sont plus là, c'est tout le processus dont ils sont responsables pour maintenir l'écosystème de la forêt qui s'effondre. Aujourd'hui, l'impact économique des renards sauvages en Australie est estimé à plus de 227 millions de dollars par année. Depuis 1990, le gouvernement se bat contre les renards au moyen de programmes qui emploient des leurres empoisonnés. Ces leurres sont des cubes de viande séchée qui contiennent du 1080, une toxine dérivée d'une plante d'Australie occidentale qu'on appelle le pois empoisonné. La première chose que nous faisons, c'est de nettoyer un peu l'endroit avant de déterrer le vieux leurre. Je l'emballe et l'emmène au dépôt où se trouve une décharge de produits chimiques, où je me débarrasse de tous les vieux leurres. On enterre les leurres à 15-20 cm dans le sol, de sorte qu'ils ne soient attrapés que par les renards et non par des espèces locales. Lorsque le leurre est digéré, la composition chimique change. Donc, si un renard meurt et qu'un aigle vient manger sa carcasse, il n'y aura pas de problème au niveau d'un empoisonnement secondaire. En dehors des parcs nationaux, les propriétaires terriens sont encouragés à l'utilisation de leurre. Les agriculteurs, comme Royston Nettleton, se sont investis sans avoir été longuement persuadés. Si une vache a des difficultés à véler, soit ils viennent et mordent la langue du veau, ou alors ils arrachent carrément l'épi de la vache, ce qui n'est pas vraiment plaisant. Et cela signifie que la vache ne pourra plus allaiter, et une bonne vache coûte 2000 $, donc oui, ça fait un trou dans le budget. D'après Nettleton et d'autres agriculteurs,
le nombre des renards a énormément baissé. Lors du dernier vélage, après le dernier programme de l'heure, oui, il y en avait moins. Nous sommes pour sûr en train de gagner la guerre. Bien, nous sommes à Well Cape Conran et nous allons vers un de nos sites de contrôle pour capturer des mammifères de moyenne taille. Nous pouvons vraiment constater comment les espèces se sont comportées par rapport au contrôle des renards durant les 10 dernières années. Andrew Murray est le manager du projet de Southern Ark qui se déroule dans le Gippsland, tout à l'est, à la frontière de Victoria. Il y a 2 trous de bandicoot ici, un là, où ils ont été chercher des vers dans le sol. C'est très important car ils forment des endroits où l'eau peut pénétrer dans le sol, retourner la terre. Ce sont les petits gardiens du bush. Super, on a quelque chose. C'est un possum commun à queue touffue. Et alors qu'on en voit plein dans les grandes villes, dans les endroits sauvages, ils sont mangés par les renards. Depuis que l'on pratique le contrôle des renards, leur nombre commence à augmenter. Donc on va l'emporter, l'observer et voir si on lui a déjà posé une puce. La puce est un petit instrument que nous insérons entre les omoplates, comme pour les chiens et les chats. Cela permet de savoir où l'animal vit, où il a été, où vous l'avez attrapé, son âge. Vous pouvez récolter d'autres données sur son état de santé. C'est un mâle. Donc nous suivons la trace d'une population d'animaux dans cette région sur le long terme. Les données recueillies pour cette étude sont encourageantes. Il y a un décalage entre le moment où vous commencez à poser les leurres et celui où vous pouvez vraiment observer un changement chez la faune locale. Mais il est évident qu'il y a une augmentation de ces populations animales lorsqu'elles ne sont pas chassées par les renards. Elles sont de retour. Les programmes de leurre pour renards dans l'ouest de l'Australie sont un succès pour 2 espèces, le wallaby tamar et le bandicoot brun du sud qui ne figure plus sur la liste des espèces menacées. Un autre marsupial de la région ouest, le pot-au-roux de Gilbert, n'était pas seulement menacé, on a même cru à son extinction et il est revenu. On n'en avait pas vu depuis le début du siècle. En fait, depuis 1880, aucun individu n'a été répertorié de manière scientifique. À partir de 1900, on a pensé qu'ils étaient éteints. Donc, en 1994, lorsqu'on en a trouvé un dans un piège, juste ici à côté, c'était un événement. On était habitué à entendre parler d'extinction, mais quand des espèces ressurgissent, alors qu'on les croyait éteintes, c'est vraiment un événement. Mais le pot-au-roux n'est pas encore en sécurité. Le docteur Tony Friends et ses collègues continuent à surveiller de près leur population. Ça a l'air positif. On voit des excréments de pot-au-roux juste devant le piège. Oh oui, c'est un petit pot-au-roux. Afin d'augmenter les chances de survie de l'espèce, un petit groupe de pot-au-roux a été déplacé vers une île inhabitée, à environ 1,5 km de la côte. Nous avons la possibilité d'en augmenter le nombre en les emmenant sur l'île de Bold. Et ils s'y sont très bien reproduits. Pas de prédateurs, beaucoup de nourriture. À présent, il s'agit de trouver un endroit pour eux sur les terres. Nous avons créé un bel endroit, clôturé, pour les protéger des renards et des chats, où nous allons bientôt les placer. La clôture a coûté 250 000 $. Nous ne pouvons pas en faire d'autres. La prochaine étape sera de faire en sorte d'aménager des endroits où les pot-au-roux pourront survivre. Cela signifie travailler à long terme sur le contrôle des prédateurs et trouver l'habitat qui convient le mieux. Le retour du pot-au-roux de Gilbert est un succès réconfortant. Mais d'autres espèces endogènes déclinent malgré le programme de leurre, notamment en raison de l'invasion de chats sauvages dans les zones à présent désertées par les renards. Beaucoup d'espèces de marsupiaux doivent leur survie aux coûteux programmes de reproduction en captivité, tels que ceux de la Conservation australienne de la faune. « 23% des mammifères du pays sont sur les listes d'espèces en danger, vulnérables ou éteintes. En Australie, la recherche a démontré que la survie de tout l'écosystème est en jeu. Il est donc important de sauver les espèces endogènes qui en sont la clé. Pour les scientifiques tels qu'Andrew Murray,
de Southern Ark, la protection des mammifères locaux n'est pas importante seulement pour les espèces animales. Dans nos forêts du sud-est de l'Australie, de nombreuses espèces se développent en parallèle au développement de certains champignons qui vivent entre les racines des arbres, comme cet eucalyptus. Ils produisent des champignons souterrains ou des truffes. Les animaux, comme les potoroos, mangent ces truffes et permettent le mécanisme de dispersion des spores à travers la forêt. Nous avons pu démontrer au moyen d'expériences de laboratoire que ces plantations ne poussent pas si bien sans les champignons. Donc, sur le long terme, si les potoroos ne font pas partie du système, les arbres ne sont pas assez robustes et la santé globale de la forêt est plus faible. Pour sauvegarder la faune en danger de l'Australie, il faut donc promouvoir la reconnaissance de l'importance économique de la biodiversité. Le gouvernement fédéral de Canberra reconnaît que l'écosystème a une valeur économique qui équivaut à des millions. Et ceci est d'une grande importance dans un pays où l'agriculture est une activité économique primordiale. Il existe un mouvement dont l'objectif est l'autofinancement de la conservation. C'est cette idée que développe EcoMarkets, une nouvelle initiative de l'État de Victoria. Fondamentalement, ce que nous faisons, c'est donner une valeur marchande à des services environnementaux. Les propriétaires terriens reçoivent des financements sur une période de 5 ou 10 ans pour fournir ces services. Nous faisons cela parce que ces propriétaires possèdent environ 65% des terres et des ressources en eau de l'État de Victoria. Nous lançons des appels d'offres concernant la gestion des espèces envahissantes. Ce marché nous permet de contrôler ces espèces au moindre coût parce que les propriétaires sont en concurrence les uns avec les autres afin de pouvoir effectuer ces activités de contrôle. Malgré l'influence de ces marchés sur le contrôle des espèces envahissantes, les experts admettent que le problème ne sera probablement jamais résolu. Maintenir en vie les espèces endogènes et la santé de l'écosystème en Australie demandera une vigilance constante. Nous considérons le contrôle des renards de la même manière que nous considérons la police, les écoles, les routes et les hôpitaux. Vous devez agir constamment. Si vous arrêtez de financer ces programmes, cela signifie un retour en arrière.